faut vraiment qu'il y ait un débat derrière ce film, parce que c'est quand même pas facile à regarder. Et on a des échos par endroits où beaucoup de gens nous disent qu'ils ont du mal à dormir après. Donc, on va essayer de faire pour le mieux, pour faire vivre, faire comprendre ce qu'on a vécu au mieux possible, et tout en étant 100% vrai. Il n'y aura pas de fabulation, de raconter des histoires. Ça sera tout ce qui sera dit ici, entre vous et nous, ça sera la vérité. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne dormirez pas ce soir. Ah. Qui c'est qui veut parler? Qui c'est qui veut? Il y a peut-être des questions. Je vous passe un micro. Déjà, merci. Merci. Ça ne doit pas être facile pour vous, je pense. Vu le film, est-ce que vous avez un retour par rapport au diocèse, par rapport à un peu plus haut, parce qu'on voit que c'est pas très réceptif de leur part. Quoi, à part que je me trompe, mais je vois qu'il n'y a pas de suite. Vous avez eu quelque chose, un écho? Ça se passe comment maintenant? Il y a une continuité dans le dossier? Alors, pour vous dire que le 19 avril, on a rendez-vous dans un des 3 centres de Tamier avec une avocate. Il y aura Clémence Davigo, des journalistes. On a déjà une pré-liste établie et là, on va la terminer avec les noms, téléphones de tous les gens qui désirent porter plainte. Et dans l'après-midi, je dois aller à la gendarmerie remettre cette liste. Ensuite, la gendarmerie prendra contact avec chacun de nous pour porter plainte. Alors, que ce soit sur Albertville ou dans la ville ou le village où chacun habite, parce qu'on est parséminé un petit peu partout dans la France. Et suite à ça, on espère quand même que ça va bouger. Le procureur de la République est averti. Le gendarme l'a certifié. Et oui, on espère qu'il y aura une suite. De toute façon, on se bat pour ça maintenant. Hein. Donc, et la différence avec Bétaram et puis nous, c'est que Bétaram, ce sont des enfants de bourgeois. Nous, on est des enfants de l'assistance publique, des services sociaux. Souvent, on est de parents pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, ça n'a pas le même impact que Bétaram. Et puis, il ne faut pas oublier que Bétaram, il y a Bayrou qui a un petit peu influencé aussi l'avancement de cette histoire. Voilà. Mais on espère tous qu'on aura une reconnaissance et une justice, et puis peut-être des dédommagements par rapport aux souffrances qu'on a vécues. Voilà. Le 16, nous avons un nouveau rendez-vous, justement au diocèse. On va relancer la machine, car les premières rencontres ont un peu abouti grâce à Gérard et à un autre groupe qui, disons, je n'ai pas pu assister avec eux au dernier rendez-vous au diocèse, et il vous expliquera dans quoi ça aboutit. Et nous, là, on va essayer de relancer la machine, car on n'a pas eu de très bons résultats. Et il faut qu'on arrive à avoir une reconnaissance de l'État et de l'Église. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu de plainte pour l'instant de poser. C'est pour ça que ça pose problème, parce que sans plainte, la justice ne peut pas agir. Donc à partir du 19, donc ce sera le 21, le lundi 21, les gendarmes prendront contact avec toutes les personnes qui ont désiré porter plainte, et on espère que ça va faire des émules, parce que ça va se savoir par les médias. Et là, beaucoup d'anciens de la Belle Étoile vont pouvoir justement prendre la parole et porter plainte contre l'État et l'Église, parce que les deux sont responsables, hein, quoi qu'il en soit. Voilà. Il y a eu une plainte qui a été classée sans suite à cause du délai de prescription qui est pour les maltraitances d'enfants, viols d'enfants et de 30 ans. Donc, comme nous, ça fait 60 ans. Mais ce qu'il faut, c'est surtout penser à nos jeunes. Il faut les protéger. Il y a aujourd'hui l'homosexualité, c'est à la mode. Et
guerres, on en a plein à la télévision, on en a plein les gouvernements. Mais nous, quand on avait 11 ans, on avait affaire à des prédateurs. Et il fallait être malin pour s'en sortir. Il fallait ruser. Voilà. Pour faire un complément d'information à ce que disait André, lors de son absence, et aussi avec l'évêque que vous voyez dans le film, Monsieur Ballot, je vais faire un jeu de mots, hein. Vous l'avez trouvé bien Ballot? Il fait l'unanimité. Voilà, et il a quand même écrit au procureur de la Savoie, voilà, et qui fait que chacun de nous, on a été reçu à la gendarmerie, si je puis dire. Je peux que parler de ce que j'ai vécu, habitant Grenoble, disons, la veille, on m'a appelé pour le lendemain à la gendarmerie de Pont-de-Clé. Et à la gendarmerie de Pont-de-Clé, il y a une grande affiche comme quoi la gendarmerie lutte contre les victimes par rapport aux victimes. Une fois que je suis rentré à la gendarmerie, on m'a fait rentrer dans le bureau et le monsieur qui m'a reçu, une fois assis, je vous dis fidèlement à ce qu'il m'a dit, hein. Alors il paraît que vous avez été violé. Voilà, qui fait que ça a duré une petite heure, et regardez sa montre, tellement que l'accueil était formidable, je ne me suis même pas permis de lui poser la question du compte-rendu. Voilà. Et la deuxième chose que l'évêque a fait, disons le nouveau évêque, une messe mémorielle. Voilà. Lors de la journée internationale de l'enfance, qui a eu lieu le mercredi 20 novembre. C'est là que j'ai fait connaissance de Michel Guégan. Voilà. Et si tu veux bien me tenir le micro, en même temps, je vais vous lire un court texte que j'ai fait à Grenoble. Septembre 1965, je suis parti avec mon frère Bernard de chez nos parents du village Veurey-Voroise dans la voiture de l'assistance sociale pour arriver au centre Belle Étoile chez l'abbé Garin. Avec deux copains, nous avons chaussé les chaussures de ski. D'être en avance, ça a déplu à la chef. Elle nous a fait mettre en maillot de corps et slip. Elle nous a dit de monter sur les skis et nous avons dû faire les descentes toute l'après-midi. Écrire, si ça pouvait être comme quand j'étais enfant, comme la peinture et le dessin, je dessinais pour les autres et je me souviens du dessin d'un ours attaché à un pieu. En novembre, à Mercury, au-dessus d'Albertville, la neige tombait, nous étions envahis par le froid. En culotte courte, chaussée de pâte au gaz. Pour contacter ma mère, le téléphone n'existe pas. Le seul moyen, c'est le courrier obligatoire, surveillé par les adultes. La difficulté d'écrire, toutes ces années passées, il n'y a pas de hasard. Nous avions obligation d'écrire à nos parents. Je ne me souviens pas du rythme. Tous les 15 jours, une fois par mois, nous pouvions mettre un dessin. Je dessinais pour les camarades. Ma mère n'a rien gardé, des lettres et des dessins. Je ne peux pas dire que la parole circule entre mes frères et sœurs et les parents. Il y avait des disputes, ça criait, ça hurlait. Le père est violent, c'est un tyran. Je me dis de temps en temps, j'ai quitté la violence familiale pour la violence institutionnelle. Un adulte me fait tomber d'un arbre, malgré une douleur persistante et une bosse
À mon avant-bras droit, la direction du centre attend 3 semaines pour me descendre à l'hôpital d'Albertville. L'hôpital décide de me garder 1 semaine à 10 jours pour me mettre une broche. Pendant mon séjour, l'institutrice m'offre mon premier livre, Joseph Kessel. Le titre est Parti aux oubliettes, un livre sur la guerre. Au poignet droit, une marque à peine visible en mémoire d'une fracture au poignet. J'étais en haut d'un arbre, le chef était pressé. Il m'a tiré par mon short pour me faire soigner. Ils ont attendu 3 semaines pour m'emmener à l'hôpital d'Albertville. Je suis resté 1 semaine, j'ai toujours la broche. Mercury, centre Belle Étoile. Avant tous les repas, la prière était de rigueur 3 fois par jour. Des mots simples où médecin arrivait à dire sur le divan et dire « je t'aime ». Merci à vous. On va vous raconter un petit peu notre entrée au centre, parce qu'on a une histoire commune, mais on a une histoire différente. Parce que suivant le caractère, suivant la personnalité de chacun, on a vécu des choses différentes. Donc je vais commencer par... Je vais être assez bref, parce que ça demanderait des heures. Voilà. En fait, moi, je suis issu d'une famille de 7 enfants, et j'étais l'aîné. J'étais dans une famille où j'étais maltraité parce que j'avais des parents alcooliques, un père très très violent. Donc à 8 ans, je me suis retrouvé chez l'abbé Garin. Quand je suis passé devant le juge des enfants, on m'a dit mon petit, tu vas aller au centre de la Belle Étoile. Et j'ai pensé, ah chouette, la Belle Étoile, c'est un beau nom, tout ça, je vais être mieux que chez moi. Je vais pouvoir manger à ma faim, je vais avoir une belle vie. Simplement, je ne savais pas que la Belle Étoile cachait en son sein l'enfer. Et quand je suis arrivé, j'étais un garçon très perturbé, j'étais un cancre, je ne connaissais pas mon alphabet, je ne savais pas compter, je pissais au lit. Et ma première nuit, je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle, et j'ai pissé au lit. Donc le matin, quand je me suis levé pour aller courir, parce qu'on avait le cross obligatoire tous les matins, à 7 heures, je ne me souviens plus de l'heure, mais je pense que c'était ça. C'était 7 heures. On allait courir pendant une demi-heure sous la pluie, le froid, le vent, qu'importe, on était obligé d'y aller. Et moi, j'ai fait mon lit. Et quand on est revenu du cross, on a déjeuné. Et là, il y a rassemblement dans la cour. Et il y a Laguenon, un gars qui avait fait partie du centre avant nous, qui était aussi pensionnaire et qui est devenu chef là-bas. Et c'était vraiment un salopard qui nous a torturés tous. Et il m'a appelé, et moi, du haut de mes 8 ans, je tremblais parce que j'étais un gamin assez peureux par rapport à ce que m'avait fait vivre mon père. Et je l'ai vu avec mes draps dans les mains. Il m'a demandé de me mettre à genoux, et devant tout le monde, il m'a dit « Regardez, Guégan, il a fait pipi au lit ». Et j'étais à genoux, il m'a pris les draps, il les a mis dans la figure. Et bien sûr, c'était toujours des coups de pied ou des coups de poing et des claques. Et il m'a obligé à porter mes draps toute la journée autour du cou. Malheureusement, je ne me suis pas arrêté de faire pipi au lit comme ça du jour au lendemain, parce que je ne pouvais pas. Et tous les soirs, je dormais dans mes draps souillés. Donc parfois, ils étaient encore mouillés. Et ça a duré plus d'1 semaine. Et donc c'était des punitions, des humiliations. En fait, ils cherchaient à nous briser psychologiquement, mentalement, pour faire de nous des enfants sages. Mais malheureusement, c'est pas possible. On n'obtient pas des enfants sages par la violence. Voilà. Et donc, quand on faisait des conneries, c'était toujours des coups. C'était de la marche en canard dans la cour, à poil l'hiver. On marchait pieds nus,
Donc c'était accroupi, les mains sur les hanches, et on devait faire des tours de cour. C'était à genoux devant le réfectoire ou pendant la cour devant les autres, sous une règle ou un manche à balai. J'ai eu moi aussi des punaises sous les talons avec un scotch, m'obliger à me tenir comme ça, avec les mains sur la tête. Et fatalement, au bout d'un moment, quand vous avez 8, 10, même 11 ans, 12 ans, vous ne tenez pas, donc retomber sur les talons et les punaises s'enfoncer sous les talons. J'ai eu aussi une fois, parce que j'avais fait une connerie, un ceinturon autour du cou, et pendant la promenade de midi et demi à 2 heures, ils m'ont traîné comme un chien dans des chemins caillouteux, avec donc du coup aller-retour, attaché pendant toute la promenade à un arbre. J'avais les pieds en sang, et après ils ne vous soignez pas, hein. Ils vous laissaient comme ça, donc en espérant que ça ne s'infecte pas. J'ai eu sur la tête, une fois, un curé ou un abbé, on appelait le barbu, quelqu'un de très méchant. Et il y avait un camarade qui m'avait collé un chewing-gum dans les cheveux, et j'étais en train d'essayer de l'enlever parce que j'avais peur de me faire prendre. Et lui, il est arrivé vers moi. Il m'a dit: qu'est-ce que tu fais là? Alors j'ai dit rien, puis toujours à se protéger, parce que tous les jours, ils avaient leur tête de turc, et puis il y a des enfants qui ramassaient plus que d'autres. Et il m'a dit: qu'est-ce que tu as dans les cheveux? Ah, tu t'amuses avec les chewing-gums. Et là, il m'a pris par les cheveux, il m'a traîné par terre jusqu'au bureau, il m'a mis sur une chaise, il a pris la tondeuse, et là, il m'a fait 2 cornes devant, il m'a fait un jeu de dames sur la tête, sur le dessus, et il m'a fait la queue du diable derrière. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'humiliation, déjà pour moi tout seul, mais par rapport à tous les camarades, parce que vous savez, quand on est enfant, on est cruel et on se fout de la gueule de l'autre, et c'est terrible ça. Se promener dans le village ou sur les routes, les gens qui vous voient, qui vous montrent du doigt, qui vous traitent de bandits, de voyous, de délinquants, alors qu'en fait on n'était que des enfants. Et c'était pas notre faute si on s'est retrouvé dans ce centre. Souvent, c'était souvent à cause des parents et qui nous poussaient à faire des conneries et puis à attirer l'attention justement par ces conneries. Donc ça a été un quotidien vraiment très difficile pour chacun de nous. Et vers 10 ans et demi, je me suis évadé avec 3 autres comparses du centre. Et eux, ils se sont fait attraper le soir même. Moi, j'étais trop malin pour me faire prendre, donc dès que je voyais une voiture, il n'y en avait pas beaucoup justement, je me cachais, et j'ai réussi à partir quand même. Je suis resté 5 jours dans la nature, et au bout de 5 jours, je mangeais dans les cabanes, je trouvais du maïs dur, je mangeais parce que j'avais vraiment faim. Et un matin, j'avais dormi toute la nuit dans un camion, j'avais trouvé une veste, donc je me l'étais mise dessus parce que j'avais froid, j'avais une casquette. Et en marchant sur la route en direction de Grenoble, parce que j'imaginais dans ma tête, je croyais qu'il n'y avait qu'une route, Albertville-Grenoble, et qu'il n'y avait qu'un train. Et quand je suis arrivé vers la voie ferrée, je dis: je vais sauter comme dans les films dans le train, et puis il va m'amener à Grenoble. Et vers la voie ferrée, je vois le train, je dis: c'est pas possible, je ne peux pas sauter, je vais me tuer. Alors du coup, j'ai marché toutes les nuits, je marchais jusqu'à une heure raisonnable. Et puis quand j'étais fatigué, je me cachais dans une cabane, dans un véhicule, tout ça. Et le 5e jour, donc, je marchais sur la route avec la casquette qui m'arrivait sur le nez, les manches qui m'arrivaient comme ça, et je vois arriver une voiture en face de moi, et je m'arrête, je la regarde comme ça, mon regard d'enfant, parce que j'avais 10 ans et demi sûrement, et c'était les gendarmes. Du coup, quand je me suis aperçu que c'était les gendarmes, je me suis mis à courir, et c'était une route, il n'y avait pas de chemin, donc je me suis jeté dans les broussailles, et j'ai été pris dans les ronces, tout ça, et du coup, j'ai fait le mort. Et j'entendais les gendarmes qui disaient: mais c'est pas possible, il est par là, regarde bien tout ça. Et il y en a un qui m'a vu, il m'a attrapé. Et mon premier réflexe, ça a été de me protéger comme ça. Et je me suis mis à pleurer, parce que j'avais peur. À l'époque, les gendarmes faisaient peur. Et puis il m'a rassuré: il me dit: mais pleure pas mon petit, qu'est-ce que tu fais là tout seul, tout. Alors je lui explique que je me suis évadé du centre de Mercury. Et je lui dis: vous ne pouvez pas me ramener chez ma maman, je veux rentrer là-bas parce que au centre, ils me font mal. Et en disant mal, je pensais à attouchement de la part des curés. Et je ne pouvais pas dire ça.
Alors je disais mal parce que j'avais peur aussi des répercussions par la suite. Et donc j'ai expliqué qu'ils nous frappaient, qu'ils étaient méchants, tout ça. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que les gendarmes ont été gentils avec moi. Ils m'ont amené sur Albertville, ils m'ont amené dans un bar, ils m'ont payé un chocolat avec un croissant et un pain au chocolat. Et du coup j'étais heureux, puis j'avais vraiment faim. Ils m'ont ramené donc au centre de Mercury. Et là, une cheftaine qu'on appelait Colette, qui était la chef, je sais pas, je crois qu'elle était la chef de tout le personnel. Et quand elle m'a vu avec les gendarmes, je tenais les gendarmes par la main, et elle est venue vers moi avec un sourire qui lui faisait 3 fois le tour de la tête. Ah, vous avez retrouvé le petit Michel. Et elle vient mettre ses mains dans mes cheveux, en me frottant comme ça, mais toute gentille. Et le gendarme lui dit, mais attendez, cet enfant, il nous dit que vous frappez, que vous êtes méchant. Elle dit, ah non, non, vous inquiétez pas, tous les enfants ici, ils disent cela parce qu'ils sont éloignés de leur famille, ils sont en manque de leur mère, de leur père, de leurs frères ou sœurs, donc ils racontent tout ça pour justement essayer de retourner chez eux. Et le gendarme me dit, bah tu vois mon petit Michel, ils sont pas méchants là. Et là la Colette, elle m'a dit, bah va dans le bureau, tu m'attends. Et pendant 20 minutes, j'ai tremblé parce que je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand elle est arrivée, elle a claqué la porte, elle s'est ruée sur moi à coups de pied, des claques, des coups de poing. Ça a duré, enfin j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Elle m'a mis sur la chaise, je saignais les lèvres, tout. Elle a pris la tondeuse et elle m'a rasé la tête. En fait, comme dans un carnasie. Voilà, c'était pareil. Enfin, c'était pas de la même façon, mais on peut le comparer. Et elle m'a dit, tu seras privé de dessert pendant 3 mois. Tu feras 3 mois de corvée de vaisselle. Et en plus de ça, quand on va te mettre dans la cour, comme tes copains, tu vas ramasser une trame par les plus grands. Et moi, j'avais 10 ans, j'étais comme ça, parce qu'il y avait quand même des gamins qui avaient 3, 4 ans de plus que nous, quoi. Donc, quand on est gamin, ça fait toute la différence. Et là, mon calvaire a vraiment commencé, parce que le fait de m'être évadé, de sauvé du centre, ça a permis à ceux qui faisaient des attouchements à mettre une plus grosse pression sur moi, et sur tous ceux qui subissaient des attouchements et des viols. Moi, j'ai subi attouchements et viols. La nuit, j'avais peur, quand ils venaient dans le dortoir pour me chercher, j'avais peur, je me mettais en chien de fusil et j'espérais qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Et quand il le faisait, quand il allait voir quelqu'un d'autre, j'étais heureux. J'étais heureux parce que je me suis dit, putain, je vais échapper à ça. Et en fait, de victime, on est passé coupable parce qu'ils arrivaient à nous rendre coupables en disant, ouais, mais t'es venu sur mes genoux, t'as rien dit, c'est qu'en fait, tu cherchais bien ça. Et ils arrivaient à trouver des mots pour nous faire culpabiliser. Et on n'était que des gosses. Et du coup, c'est vrai qu'on a enfermé ça en nous. Déjà, on vivait en autarcie parce que personne ne savait qu'est-ce qui se transpirait du centre. Et le fait d'avoir subi ça, c'était tellement sale, surtout pour un garçon, de la part d'un autre homme, on ne pouvait pas en parler à ses camarades. Donc c'était quelque chose de vil, d'affreux, et ben, on le gardait en soi. Et moi, j'ai gardé ça 58 ans en moi. Michel, Et c'est le film. ça porte un nom, ça s'appelle le sadisme. Oui, c'est du sadisme, c'était des tortionnaires, c'était des pédérastes, c'était des gens qui n'avaient pas peur de toucher des enfants. Et vous savez, si vous avez tous eu des enfants, si vous avez des nièces, des neveux qui ont cet âge-là, moi souvent je vois mes petits-enfants, je me dis mais comment on a pu me faire ça? Comment ma mère elle a pu me mettre dans ce centre des horreurs? Parce que c'était ça, quoi. Voilà. Enfin bon, je vais arrêter de parler parce qu'on a tous quelque chose à raconter. Mais ça a été, j'ai passé de 65 à 70 chez l'abbé Garin. Et après, on s'est retrouvé donc avec André puis bien d'autres, de 65, donc de 70 à 75 dans un nouveau centre qui était à côté. Voilà. Donc bon, chacun va vous raconter un petit peu. Et les conséquences de ce passage à Mercury a été très difficile pour moi parce que d'un enfant innocent, ils ont fait de moi un voyou et un délinquant. À cause d'eux, à peine sorti à 18 ans, j'ai commencé à faire des conneries et j'ai pris 18 ans de prison
J'en ai fait un peu plus de 10 et ça a changé ma vie. Voilà, ça a vraiment, ça m'a bousillé. Alors psychologiquement, je faisais beaucoup de cauchemars. Je voyais toujours ce curé qui, en pleine nuit, la première fois, qui m'a mis la main sur la bouche et il avait un doigt sur sa bouche et il me disait chut, et puis qui a commencé à me faire des attouchements. Et pendant des années, j'ai fait des cauchemars. Je me réveillais, mais je n'ouvrais pas les yeux parce que j'avais peur qu'il soit en face de moi et je transpirais. Et au bout de plusieurs minutes, j'osais ouvrir les yeux et quand je voyais qu'il n'était pas là, je respirais. Voilà. Donc, voilà, le centre de Mercury, ça a eu un côté néfaste sur ma vie. Voilà. Bon. Ce personnage, il est passé entre les gouttes, on l'a bien connu. Aujourd'hui, il vit sa vie de prêtre dans sa paroisse. Moi, j'ai atterri au centre de la Belle Étoile, accompagné par une assistante sociale de la DAS de Chambéry, dans une Ami 8. Je me souviens de la voiture. J'étais tellement choqué qu'en arrivant, j'étais en pleine crise de jaunisse. J'en avais fait une jaunisse. Tant et si bien que ma première chambre, ça a été l'infirmerie. Dans ce centre, on crevait la faim, mais on crevait la dalle. Le matin, crosse avant de manger, je vous prie de croire que les tartines qui découpaient dans une trancheuse à pain. Vous imaginez chez les paysans les trancheuses à betterave, où vous mettez une betterave et il y a une scie en bas dessous qui tourne et qui coupe 3 betteraves à la fois en petites tranches. Il réduisait l'épaisseur des tartines de pain à 2 mm, 3 mm, et il laissait un peu durcir le pain de façon à ce que ça puisse se trancher correctement. Voilà notre alimentation matinale. J'ai rencontré un copain longtemps après. Il me dit, Gérard, tu te rappelles, on voyait le jour à travers les tartines. Le sadisme, c'est quand nous, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on n'a pas de malice, on n'a pas d'où si peu. Et il suffit de nous regarder dans les yeux pour savoir ce qu'on pense. Et plus ils nous foutaient sur la gueule, plus nous, on leur envoyait notre mal-être, et puis ils nous tapaient. C'était leur sport. Il y avait aussi une chose qu'on a oublié de dire, on avait les chiens. Comme les capes dans les camps, il y avait Aïcha, une chienne, il y avait les noms des chiens. Aïcha, Balou, Rolf. Balou, Rolf, Yellow. Rolfie. On se souvient même du nom des chiens. Et on se souvient aussi des cicatrices des chiens qu'on a sur les mollets. Parce qu'ils nous faisaient mordre. En matière de sévices, nous avons vu un petit jeune qui s'appelait Papadopoulos et qui malheureusement n'arrivait pas à monter l'étage. Il y avait, pour monter des escaliers un étage et demi. J'ai vu monter l'étage à coups de pied, coups de poing et à coups de baffe. Un mois après, on a revu ce gamin. Il était dans une chaise roulante. On venait de l'opérer d'une tumeur au cerveau. Voilà les gens de service. D'autres qui se sont fait éborgner. André, tu pourras plus en parler. Je vais te laisser en parler. Et après, raconte. Par ce fameux Félix Brazaz. Ah oui, alors en matière de catholicisme, donc quand il y avait les communions, on était une cinquantaine, une soixantaine à faire la communion solennelle, vu qu'on était tous du même âge. Donc il y avait un parrain pour tout le monde. C'était le même. Donc ça a été un parrain collectif. Ça, c'était pour la rigolade. On assistait à la messe, on assistait aux vêpres. Que
quand on est à l'école, il y avait le catéchisme le matin, autant vous dire qu'on était doué en matière de religion catholique. Tout ça pour vous dire, bon, je laisse à chacun le soin de penser ce qu'il veut de la religion, chacun son Dieu, puis les vaches sont bien gardées. Mais malgré tout, on avait affaire à des sacrés traîtres. Ces responsables, ces capos, c'était des traîtres. Ils jouaient avec notre sincérité d'enfant et ils en abusaient. Voilà. J'étais déjà dans un collège à Palerme et détenu par le pape, qui appartenait au pape. Donc on avait des évêques, des curés, mais par rapport à Mercury, on y était bien. À part une personne, c'était une personne âgée, lorsqu'on faisait pipi au lit, elle nous mordait les mollets. Et pour pas que ça s'aperçoive, elle vous bloquait dans la chambrée. Et quand les autres avaient fini de manger, qu'elle voyait qu'il n'y avait plus les marques des dents, elle vous faisait rejoindre le groupe. Ma mère, elle avait l'habitude de suivre son frère qui s'appelait Jean, qui est décédé il y a à peu près 2-3 ans. Et elle l'a suivi jusqu'en France. Donc il y avait mon grand-père, ma grand-mère. Mon grand-père avait vendu son horlogerie, sa brocante, son appartement, et avait acheté une petite maison à Albertville, à côté de l'hôtel Million. Et un jour, j'ai vu arriver un homme avec ma maman, il s'appelait René Bovagné, et il venait de se marier sans qu'on le sache. Et depuis ce jour-là, j'ai vu que dans notre famille, tout avait changé. On n'avait pas le droit de parler à table, il ne fallait pas rigoler, il nous donnait des coups de ceinturon, des coups de martinet. Et je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait été avec cet homme. Et un jour, j'ai vu un membre de ma famille arriver avec une Peugeot, vous savez, les longues, avec un long siège à l'époque. Et il y avait mon beau-père qui s'est assis à côté de la personne. Moi, derrière, je devais tenir une grande valise entre moi et mon beau-père sur l'arrière qu'on tirait pour un porte-bagages. Et moi, j'étais assis sur ce porte-bagages. Une fois arrivé à Mercury, il m'a pris par la main, on est arrivé chez l'abbé Garin. Il est rentré avec l'abbé en cuisine, je les ai suivis. Et comme je connaissais que mon beau-père, à cette époque-là, buvait beaucoup, je voyais qu'ils s'entendaient très bien, comme s'ils se connaissaient. Et ils ont bu 3-4 verres ensemble, et connaissant mon beau-père, j'ai dit, tu te rapprocheras jamais de cet homme parce qu'il doit être aussi violent que ton beau-père. Et donc, je suis resté parce qu'on m'avait amené un jour avant. Et le jour suivant, on est parti en promenade, il pleuvait des cordes. Et je ne comprenais pas qu'on pouvait pas emmener en promenade des gosses comme ça sous la pluie. Et à côté de moi, il y avait un grand qui avait un mouchoir avec des nœuds. Et tous les 30 secondes, il l'enlevait, il essuyait l'eau, il le remettait. Je me demandais dans quel collège j'étais arrivé. Et par la suite, j'ai vu le groupe de LED. Il y avait 2 groupes à l'étanche, je crois 2-3 groupes, qui sont arrivés pour le dimanche. Et je suis reparti avec eux. Et tout le long du trajet, j'ai un ami qui est devenu un ami à vie. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ne sont pas mes amis. Mais on avait tous un peu nos petits groupes à l'époque. Mais moi, j'allais avec tout le monde. Et il me racontait, attention, il ne faudra pas faire ci, il ne faudra pas faire ça, parce que sinon on te claque. Et il s'appelait Romanetto. Et ensuite, il y en a un autre qui est arrivé, il s'appelait Monton. Et il m'a dit, il a fait attention, il faut éviter de parler hors de la cour, tu peux parler, mais partout, il faudra faire le silence. Et puis, je ne comprenais pas bien, alors qu'à Palerme, on pouvait parler, il ne nous arrivait pas ce genre d'inconvénients. Et un jour, on devait se mettre en rang, il ne vous le montrait qu'une fois. C'était, vous devez faire l'écart, comme ça, entre lui et l'autre personne. Et j'étais à côté de quelqu'un qui ne voulait pas bouger, alors je lui disais, bouge, parce que j'étais à la limite, moi. Et la personne, elle n'a pas bougé, on sortit du rang, et comme je faisais comme ça, on me disait, baisse les bras. Et alors moi, je ne voulais pas, ils me l'ont baissé, avec des grandes claques. Et je comprenais une claque,
J'ai mis un dessin à peu près sur le blog que j'ai créé sur Facebook. Les claques qu'ils nous donnaient, vous aviez le visage qui tremblait complètement. C'était des adultes qui nous frappaient et je voyais des petits points, tellement que les claques étaient fortes. Voilà, je vais vous passer à une autre personne. Bon, ben moi, c'est pareil. Bon, mon papa était toujours en déplacement, ma maman avait la tuberculose, et on était 5 garçons. Donc, un jour, ma maman a pris peur. Elle a demandé à l'assistante sociale s'il y avait moyen de me placer quelque part. L'assistante sociale n'a pas réfléchi 2 fois. Elle m'a mis au centre de la Belle Étoile. Bon, on ne savait pas ce que c'était, on l'a vite appris. Il faut savoir, c'est qu'au centre de la Belle Étoile, surtout, moi, je fais partie certainement des plus vieux qui étaient, donc de 62 à 66, voilà, c'est ça. Je suis resté de 9 ans à 13 ans. Et moi, j'ai connu des choses à Tamier, c'est-à-dire au col, parce qu'il y avait 3 centres, c'était vers le col de Tamier. Et là, ils nous mettaient, le col est à 980 mètres d'altitude. C'est pour vous dire, les hivers, ce n'est pas les hivers qu'on a aujourd'hui, dans ces années-là. Ce qui se passait, c'est qu'ils nous mettaient en rang dehors, en slip, sur la glace, pieds nus, et il ne fallait pas bouger pendant au moins 30 secondes. Conclusion, à force de nous faire ça, moi, personnellement, j'ai eu les pieds brûlés, ça a duré une quinzaine d'années pour avoir les récupérés, ça fait des pieds comme des éponges, et puis on avait interdiction de boire. Alors l'hiver, c'était bien pour manger de la neige, mais on faisait des opérations dans les chasses d'eau, c'est-à-dire on buvait dans le trou de la chasse d'eau, c'était pas des WC avec une chasse derrière, c'était des WC à la turque avec chasse d'eau collective. On ne pouvait pas aller dans les chasses d'eau collectives, donc on buvait à la carpe de la chasse où l'eau coulait. Quand on pouvait le faire, parce qu'il ne fallait pas se faire attraper non plus. Avec un copain, on buvait l'eau au radiateur, parce qu'on avait des radiateurs dans les chambres, et on avait la chance, c'est que les radiateurs avaient des purgeurs à volant, ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin de clé pour les ouvrir. Donc on buvait l'eau des radiateurs, tellement qu'on avait soif. Voilà, c'était affreux. Quand on avait une banane, la chance d'avoir une banane dans l'année, je pense, on mangeait tout, hein, je peux vous dire, quand je n'étais pas là, il n'y avait pas de peau. Hein. On mangeait tout, on crevait de faim, comme on l'a dit mes collègues. Et c'était vraiment des choses horribles. Ils nous raclaient les pieds derrière avec des opinels, alors qu'on avait plein d'ampoules, on pissait le sang dès qu'on sortait des douches. C'était affreux, c'était vraiment terrible, terrible. Mes parents, mes amis n'ont jamais rien su, ma femme n'a jamais rien su, et ma fille, qui est maintenant en Suède, il n'y a pas très longtemps qu'elle le sait. Alors on ne vit encore pas. Maintenant, le résultat, c'est à nous de jouer le rôle, de bien éduquer nos petits-enfants, parce qu'on les adore, et surtout pas, quand je les vois, comme disaient les collègues, quand on les voit maintenant, ils ont l'âge que nous, on était à Mercury, je peux vous dire que ça fait quand même bizarre de s'imaginer que ce qu'on a vécu à l'âge de nos petits-enfants, ça fait vraiment très, 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 très mal. Merci. On a parlé souvent quand il y avait un gosse, voire 2, qui faisaient des conneries. Et quand c'était le moment des douches, parce qu'on prenait une douche par semaine, ils nous mettaient donc à poil devant le bâtiment et on attendait. Et donc on était dans le froid et après on rentrait dans les douches et là c'est eux qui réglaient l'eau, donc ils nous faisaient prendre des douches glacées. Alors je vous explique pas, si on se mettait pas sous la douche, c'était un coup de pied qui nous forçait à aller sous la douche. Hein. Et en plus de ça, il fallait se savonner. Ils venaient vérifier si on s'était bien savonné. Et devant eux, il fallait tout se rincer. Les hivers, comme expliqué, ce n'était pas les hivers d'aujourd'hui. On était en short jusqu'au début 21 novembre. Je ne me souviens pas exactement, mais du coup, on avait des pulls et on se mettait assis sous le préau et on ramenait le pull sur les chevilles pour se réchauffer. Et si on se faisait prendre, ce qui a été mon cas plusieurs fois, hop, ils enlevaient le pull. Donc du coup, la punition, on était morgelés. Et le fait d'être bien souvent mal nourri et mal habillé, on avait les doigts gonflés avec des crevasses. Donc on avait une hypersensibilité. On n'arrivait même pas à se gratter tout ça parce que ça faisait trop mal. Les lèvres, c'était pareil, toutes gonflées avec des crevasses. Et les pieds, c'était exactement la même chose parce qu'on avait des chaussures, on n'avait pas les protections d'aujourd'hui. Et le fait qu'il y avait des hivers qui étaient assez rudes, on avait les pieds trempés. Et suite à ça, les pieds gonflés avec le froid. Et c'était assez terrible pour nous, quoi. Et c'est vrai que les règles étaient assez strictes. Et celui qui dérogeait,
à la règle, eh ben, c'était à chaque fois des trampes monumentales. Je me souviens parce qu'on parle de la religion, mais dans le centre, il n'y avait pas que des gens religieux, il y avait des chefs et des cheftaines. Et ces gens-là, c'était des tortionnaires. Je me souviens d'un gars, un rugbyman qui s'appelait Jackie. À 2 reprises, il m'a mis KO. J'ai perdu connaissance. Parce que je m'amusais à sonner et je remontais à toute vitesse dans le dortoir. Et il y avait une petite chambre où ils étaient tous tenus une fois par semaine à nous surveiller. Et je passe devant, je me mets vite dans le lit. Hop, il ouvre la porte, il regarde comme ça. Bon. Et puis le copain il me dit, t'es pas chiche d'aller une 2e fois. Alors moi je redescends, je sonne, je monte vite en courant. Et là j'ai passé in extremis. Et bien sûr il a fallu, vous connaissez l'expression, jamais 203, il a fallu que je retourne une 3e fois. Et la 3e fois je suis remonté en courant. Et là le Jackie était comme ça, en haut du palier. Monte. J'avais 10, 11 ans. Hein. Et la première chose que j'ai sentie, c'est son pied dans ma figure. Il m'a donné un grand coup de pied. Et après, il s'est acharné sur moi. Et je suis tombé dans les pommes. Pour vous dire, hein, et j'avais des bleus de partout, je saignais, tout ça. Et ces gens-là étaient impunis. Ils se permettaient de taper beaucoup d'enfants. Et ils n'avaient pas de sanction, quoi. Comme pour le gars qui a crevé l'œil d'un autre gars avec un bâton. Alors, il n'a pas jeté le bâton pour lui crever l'œil. Mais quoi qu'il en soit, le gars, il a eu l'œil crevé. Et moi, je me souviens, j'étais derrière lui. Il a crié, il s'est retourné vers moi. Je l'ai vu saigner et tout. Ça m'a. J'ai l'impression que c'était encore hier. Et ben, c'était Félix Laguenon qu'on appelait. Il n'a pas été sanctionné. Le Raoul a été à Lyon se faire soigner, tout ça. Il est revenu dans le centre. Ce fameux Félix n'a jamais eu d'une seule sanction. Voilà. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste que des gens comme ça puissent torturer des enfants. Alors, comme je vous dis, chacun a vécu des choses différentes des autres. Moi, j'étais quelqu'un qui bravait les interdits, qui bravait l'autorité, parce que j'étais habitué comme ça avec mes parents, à toujours me frapper. Et je crois qu'en fait, je faisais ça pour attirer l'attention. Mais ça m'a poursuivi toute ma vie, hein, en fait, hein, de braver les autorités, de toujours être debout devant eux. Et puis ça, ils n'aiment pas. Donc, on ramassait pour ça. Et je vais finir par vous dire que malgré toute la vie qu'on a eue, aujourd'hui, on marche la tête haute. Moi, depuis que le film est apparu la première fois à Valence, j'ai pu exorciser un petit peu tout ce que j'avais en moi, que j'ai enfoui. Et grâce au film de Clémence, j'ai pu parler. Ça a été la première fois à Valence et j'ai pu dire ce que j'ai enfermé en moi pendant 58 ans. Parce que dans le film, il y a Daniel qui parle de ses attouchements qu'il a vécus, qu'il a subis et de ses viols. Et pour moi, ça m'a libéré. J'ai dit, mais maintenant, je vais y aller parce que j'ai plus de honte. Il y a quelqu'un qui en parle. Je ne suis pas coupable. C'est surtout ça, quoi. De dire que je ne suis pas coupable parce que toute ma vie, quand même, j'ai pensé que c'était de ma faute. Alors qu'en fait, on ne peut pas être coupable à 10 ans d'actes comme ça, sexuels. Et j'ai pu parler. Et aujourd'hui, vous voyez, je m'adresse à vous, je parle sans barrière. J'ai tout détruit, tous les murs que j'ai construits en acier, en béton, j'ai tout balayé. Puis maintenant, je peux parler librement. Et tous autant qu'on est. Puis tous nos amis qui sont décédés malheureusement, on est là pour eux aussi, pour cette reconnaissance. Et on est fiers, on se tient debout, on marche la tête haute, on est des guerriers, on est des combattants, on est des résilients. Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Et c'est pour ça qu'on espère une justice, parce qu'il y a des gens qui sont vivants, notamment ce curé qui a commis des actes répréhensibles contre moi, qui s'appelle René Albert. Il est toujours là, il exerce encore. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Peut-être que Daniel, dans le film, il a peur, parce qu'on le voit, c'est quelqu'un qui a été détruit. Moi, au contraire de lui, je me sers de ce que j'ai vécu pour aller de l'avant. Et lui, je ne le raterai pas. Et la justice fera sa justice, son devoir, parce que, quoi qu'il en soit, il payera. Ça, c'est clair et net. Et j'ai pas, à cause de lui, ça m'a détruit ma vie, ça a détruit la vie de centaines d'enfants. Et on est là pour témoigner et on parle pour eux, pour tous ceux qui ne sont pas venus assister au film, qui
qui ne savent même pas qu'il existe, pour tous ceux qui ont toute leur vie caché ça dans leur cerveau, dans les abysses de leur cerveau. Nous, on est là pour rappeler à ces gens-là qu'on se battra jusqu'au bout. Voilà, tous autant qu'on est. Ouais. Qui est là, qui filme, on avait fait une demande de mon dossier. Et à Chambéry, on a pu obtenir tout ce qui me concerne, moi, ma famille et pourquoi j'ai été à Mercury. En vous parlant de mon beau-père, on a su qu'il avait été avant moi à Mercury. Et c'est pour cela qu'il se conduisait comme ça avec nous. Sûrement que mon beau-père, avant d'aller à Mercury, c'était un brave garçon, comme on a pu l'être chacun d'entre nous, et qu'il a reproduit ce qu'on lui faisait. Tandis que nous, la grande majorité d'entre nous, on s'est préservé de faire ça à nos enfants. Et ce que je voulais dire, c'était par rapport aux punitions, elles commençaient à l'étanche. L'étanche, j'en ai parlé à des personnes qui étaient venues déjà de nous voir à Saint-Pierre d'Albigny. C'était simplement des lignes qu'on vous donnait. Et quand ils vous avaient en grippe, ça pouvait prendre 2-3 semaines. Alors, de temps en temps, on vous faisait manger, puis 2 jours après, on vous donnait des lignes. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Alors, au début, ça allait, c'était 200, 300 lignes. Donc, quand on avait fini, on pouvait manger. Et puis ensuite, ça allait 800, 900, 1000, 2000, 3000 lignes à copier. Et tant qu'on n'avait pas copié ces 3000 lignes, on ne mangeait pas. Et des fois, ça pouvait prendre 1, 2, 3 jours sans manger. Les taches d'encre, parce que quand on écrivait à l'encre, des plumes à l'encre à l'époque, on avait les taches d'encre. Et puis, je me souviens qu'avant d'aller au réfectoire, il y avait un bassin. Tu te souviens, l'étanche? Et on nous faisait laver les mains là. Alors, le prétexte, c'était même s'il restait qu'un tout petit peu à peine voyant, eh bien, on vous privait de repas. Et c'était sans cesse des punitions. Les marches sous la pluie, comme on vous a expliqué, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Le cross du matin, c'était pareil. On nous punissait quelquefois. Des marches de nuit. Les marches de nuit, oui. Alors, on dormait tranquillement, mais vous aviez toujours un chef ou une cheftaine qui, pour elle, nous entendait parler. Alors, il faisait lever tout le monde. C'était à genoux, les bras en croix pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, il fallait vite s'habiller, descendre dans la cour devant le grand réfectoire. Je me souviens toujours d'un gosse qui s'appelait Léger, pour nous mettre en bonne humeur quand même. Il avait dit à son copain, viens, monte derrière, je t'emmène. Et puis la Renée est arrivée, l'a attrapé par les cheveux, l'a traîné jusque dans le réfectoire et l'a roué de coups. Et donc on montait, Mercury, Tamier, Blancherine. On revenait par le bas. Alors on marchait, on courait. Ensuite, on arrivait dans la cour. On pensait que c'était fini. Moi, la première fois, je pensais que c'était fini. Eh bien, on faisait 3 tours de cour en canard, 2 tours de cour en genoux. Mais avant ça, on nous faisait faire au moins une 50aine de pompes. Et ensuite, on nous faisait faire 2 tours avec les mains du côté. Et c'était tous les cailloux qui sortaient. Vous savez, dans le goudron, c'était un mauvais goudron. Et il fallait faire 2 tours. Après, on allait se coucher. Et à 7h moins le quart, on devait encore recourir parce qu'on avait le cross du matin. Bon, j'ai été très émue de voir votre documentaire. Et je voudrais savoir si, c'est peut-être bizarre comme question, mais si vous avez quand même pu être heureux après. Ça, c'est une très bonne question parce qu'on l'a rarement entendu. Effectivement, on est heureux maintenant, on l'est tous, mais ça n'a pas été facile tout de suite, il ne faut pas rêver. Moi, ma femme, ça a été très très dur. Bon, maintenant, je suis marié depuis 50 ans avec la même femme, donc il faut croire que ça a bien marché. Ma fille, contrairement à certains copains qui ont été adorables avec leurs enfants, moi j'ai été très sévère. Il fallait qu'elle soit première à l'école, bon, très sévère. Il fallait qu'elle sache nager, il fallait qu'elle sache anglais, il fallait qu'elle sache tout. Si elle n'était pas première, ça n'allait pas. Bon, ça, le problème, c'est qu'à nos enfants, ma femme, j'en ai très peu parlé. Bon, après, c'est venu, mais à ma fille, j'en avais jamais parlé. Et maintenant, bon, ben, c'est les mamans, elle a 3 enfants, elle vit en Suède, tout va bien. Une bonne situation. Mais
ma fille ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi sévère. Et jamais, ma femme lui a jamais dit parce que c'était mon enfance qui était terrible ou que n'importe quoi. Et c'était comme ça. Et maintenant, ben ça y est, j'en ai parlé à ma fille, encore une fois, comme disait Michel. Maintenant, on lâche le morceau, on lâche tout, il n'y a plus de barrière, plus de béton, plus rien. Et maintenant, on peut en parler. Et maintenant, ma fille, maintenant, ça y est, on est devenu vraiment papa et fille, quoi. Mais tu l'as élevé dans le bon sens du terme. Et moi, ma fille, elle a 30 ans. Et je l'ai emmenée voir le film il y a 15 jours. Je lui en avais jamais parlé. Je vais vous raconter par le biais d'anecdotes. J'ai fait rencontrer 2 collègues à Grenoble avant de se saluer. Dominique demandait le numéro à Michel. Je me souviens plus de leur numéro, mais je me souviens du mien. C'est le numéro 188. Quand je vous dis ça, moi, il m'a fallu avoir la cinquantaine pour me le dire et qu'il y avait un gros problème, que je m'appelle 188. Ça m'a rappelé des films de science-fiction et aussi l'actualité maintenant d'il y a 80 ans et aussi ce que dit Léo Ferré quand il est dans un concert, qu'il avait un copain qui avait le numéro 68, parce que Léo Ferré a été aussi chez les pères intégristes près de Monaco. Et aussi, je passe au cours de mathématiques pour nous faire intégrer les cours de mathématiques. Félix dit Laguenon avait un objet miracle qui est le réveil matin. Dans la salle, il n'y a aucun point de repère pour moi, mais je vais essayer de vous le décrire. C'est un objet volumineux, rectangulaire, et voilà, qui s'appelle réveil matin. Et tant qu'on ne savait pas lui dire les tables de multiplication, il nous tapait sur la tête. Et j'ai le plaisir de vous dire que je ne sais toujours pas les tables de multiplication. Voilà. Pétrir, savoir pétrir la brioche, la pâte feuilletée, voilà ce que je voulais vous dire. La question, si on est heureux, je vais vous dire, ça me fait penser à une autre question d'une amie, Soumia, qui me posait la question lors d'un repas. Comment tu as fait de passer de la pâtisserie à la littérature? Je vous la fais bref. Le fait de la curiosité et des rencontres dans ma vie. Heureusement que nous avons eu quelques années de merveilleuses et heureuses, parce que quand on sort du centre, en fait, il y en a beaucoup qui disent « mais tu t'es pas vengé, tu n'as pas cherché à casser la gueule, à te venger auprès de tous ces gens qui t'ont fait du mal ». Le souci, c'est quand on sort de là-bas, nous sommes des électrons libres. On ne pense qu'à une chose, c'est à la liberté. C'est les filles, parce qu'on a tellement été bridés pendant des années, on ne cherche pas à se venger. En tous les cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Avec André, on s'est sauvé du centre de Mercury. C'était ma deuxième fois. Quand on s'est fait attraper par les gendarmes, ils nous ont ramenés au centre. Ils nous ont rasé la tête. Ça, c'était un de leurs trucs préférés. Et ils nous ont fait frotter tout le goudron autour du centre, à genoux, avec une brosse à chien dents et un seau d'eau. Donc on avait les genoux défoncés, les mains défoncées. Et on avait intérêt de le faire parce que c'était des claques derrière la tête et ils s'amusaient à ça, quoi. Voilà. Moi, quand je suis sorti du centre de Mercury, je me suis retrouvé dans un centre, dans un foyer à Albertville. Et bien entendu, les conneries, c'était notre quotidien.
et avec un copain qui s'appelait Bourkiza et qui est décédé ce jour, malheureusement pour lui, on avait volé en une nuit, on avait volé 13 voitures. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais on trouvait du bonheur à se rentrer dedans, à chercher d'autres voitures, tout ça. Malheureusement, le matin, quand on est rentré au foyer, les gendarmes nous attendaient et on s'est retrouvés en prison. Donc on était mineurs. J'ai passé 3 mois, les 3 premiers mois que j'ai passés, c'était à Chambéry et mineur. Et je suis retourné au foyer, j'ai attendu mes 18 ans. Mes 18 ans, l'éducateur m'a dit, tiens, l'adresse de ta mère, et c'est ton ticket de train, tu retournes à Grenoble. Donc j'ai pris mon train, j'ai dit, bon, je vais retourner chez ma mère, retrouver mes 6 frères et sœurs. Et quand je suis arrivé chez ma mère, j'ai frappé. Et là, j'ai un garçon qui m'ouvre, donc un de mes frères, et il crie, maman, il y a un monsieur. Je dis, non, je suis ton frère. Et moi, je suis parti à 8 ans, et on était 8 enfants, donc il ne se rappelait pas de moi, c'est obligé. Parce que le deuxième, il avait 7 ans, et puis ainsi de suite. Et là, mes autres frères et sœurs, ils sont venus comme des curieux, et puis ils me regardaient, et ma mère est arrivée. Elle m'a reconnu, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Michel? Je lui dis, bah écoute, le foyer, ils m'ont dit de partir, qu'ils étaient plus responsables de moi. Ils m'ont donné ton adresse, et donc je viens, parce que je ne sais pas où dormir, tout ça. Ben, vous savez ce que ça a été, sa réponse? Il n'y a pas de place pour toi ici. Alors, pendant 10 ans, ni mon père ni ma mère ne m'ont pris. Je suis resté 10 ans ferme dans ce pensionnat, dans cette maison de correction. Et après, quand j'ai bu un verre, elle m'a offert un verre, c'était super chouette. Et je suis reparti sur Albertville. Et ma vie de délinquant a commencé là. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'avais un métier de plombier, mais je n'avais pas trop envie de travailler. Alors du coup, je dis, je vais voler. Et ma vie vraiment de délinquant a commencé là. Et à 20 ans, je me suis retrouvé en prison parce que je me suis fait prendre. Et je suis passé aux assises et j'ai pris 7 ans. Et pour vous dire que le centre de Mercury, l'abbé Garin, ça a une grosse influence parce que j'avais pris un avocat d'office puisque je n'avais pas d'argent pour me payer un avocat. Et il a un petit peu dépeint ma vie, cette tristesse affective, des parents alcooliques, tout ce qui se passait là-bas à Mercury, parce que je lui avais raconté. Et le juge, le président du tribunal a dit, mais maître, si votre client a été dans une maison de correction, un centre de redressement, c'est que c'était un voyou. Boum, 7 ans. Voilà.